Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui est un peu dans l'air du temps. Et on va se dire la déconsommation. Ouais. Plus précisément, on va décortiquer le livre de Frédéric Canvet, Adapter son business dans un monde en déconsommation. Ah oui, un ouvrage clé en phase de Pipso. La déconsommation, on en entend beaucoup parler, mais comment s'y adapter concrètement, surtout en tant qu'entreprise? Ouais, C'est là que Canvet nous éclaire avec brio. exactement. Et dès les premières pages, j'ai été captivé par les questions que pose Canvet. Comment la déconsommation impacte-t-elle les entreprises, tous secteurs confondus? Y a-t-il des profils psychologiques qui réagissent différemment face à ce changement? Et surtout, est-ce que le degrowth hacking, cette nouvelle approche marketing, est la solution miracle pour prospérer dans ce nouveau contexte? Des questions essentielles auxquelles Canvet répond avec une approche très pragmatique. Oui. Mais avant de plonger dans les solutions, il est crucial de comprendre le phénomène de la déconsommation en profondeur. Absolument. Canvet ne se contente pas de pointer du doigt une baisse de la consommation. Non. Il met en lumière les multiples facteurs qui alimentent ce changement. Oui. Crise économique, bien sûr, mais aussi prise de conscience écologique, évolution des valeurs, recherche de sens. On est face à un véritable changement de paradigme, pas juste un simple creux dans la courbe de consommation. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mouvement n'est pas uniforme. Non? Canvet identifie 7 profils psychologiques face à ce défi, allant de l'égoïste qui ne pense qu'à ce confort au collapsologue, qui anticipe l'effondrement en passant par le mouton suiveur, qui se laisse porter par la tendance. Ah oui, ces fameux moutons, on en a tous un peu en noté, une manette, ta gars. On en a tous un peu en... Ce qui est intéressant, c'est que Canvet nous incite à prendre conscience de ces différents profils pour adapter notre communication, nos arguments et toucher chaque segment de manière efficace. Tout à fait. C'est une des clés pour embarquer tout le monde dans cette transition vers une consommation plus raisonnée. Mais concrètement, quels sont les premiers secteurs touchés par cette baisse de la consommation? Canvet est assez clair, les dépenses superflues sont les premières à être sacrifiées. Loisirs, tourisme, vêtements. Tout ce qui n'est pas perçu comme essentiel passe à la trappe. C'est logique, quand on a moins de budget, on se recentre sur ses besoins fondamentaux. Exactement. Ouais. Et pour les entreprises qui opèrent dans ces secteurs non essentiels, c'est un défi de taille. Comment s'adapter? Comment se réinventer? C'est là que Canvet nous guide avec son concept d'organisation résiliente. Oui. Il insiste sur 3 piliers. L'agilité, la flexibilité et une culture d'entreprise forte. Imaginez votre entreprise comme un bateau voguant sur des eaux agitées. D'accord. L'agilité, c'est la capacité de virer de bord rapidement, de s'adapter au changement de cap. Oui. La flexibilité, c'est la capacité du bateau à encaisser les vagues, à résister aux tempêtes. Et la culture d'entreprise, c'est le capitaine et son équipage soudés, partageant la même vision et les mêmes valeurs. J'aime beaucoup cette image. Mais comment cultiver concrètement ces 3 piliers au sein d'une entreprise, May? Canvet propose plusieurs pistes. Oui, tout d'abord, il faut clarifier sa vision, sa mission, ses valeurs. C'est un peu le phare qui guide le navire dans la tempête, le cap, qui permet de garder le cap même quand les vents sont contraires. Un cap clair, partagé par tous, c'est essentiel pour naviguer en eau trouble. Oui. Mais au-delà de la vision, comment s'assurer que les équipes soient réellement engagées dans cette transition vers une organisation plus résiliente? Canvet s'inspire ici des travaux de Chup et d'Anaïs sur les moments de vérité. Oui, je connais ça. L'idée est de créer un événement marquant une expérience collective qui va agir comme un catalyseur de changement, un véritable électrochoc. Un électrochoc. On parle d'un événement qui va marquer les esprits, bousculer les habitudes et créer un déclic pour passer à l'action. Exactement. Canvet détaille les ingrédients d'un moment de vérité réussi. L'élévation, la prise de conscience, le sentiment d'urgence. Il faut sortir du quotidien, créer un contexte propice au changement profond. C'est un peu comme une mise en scène théâtrale pour provoquer une prise de conscience collective et un engagement fort. Oui, c'est ça. Mais une fois ce déclic créé, comment le faire durer? La motivation peut vite retomber si on y prend garde. C'est là que la culture d'entreprise entre en jeu. Oui. Canvet insiste sur l'importance de créer une culture centrée sur le client et l'éco-responsabilité. En somme, il ne s'agit pas seulement de faire des discours, mais d'intégrer ces valeurs dans les actions quotidiennes de l'entreprise. Précisément. Cela passe par des actions concrètes, visibles par tous. Réduire le gaspillage au bureau, privilégier les fournisseurs locaux, impliquer les collaborateurs dans des projets RSE. Oui. L'objectif est de créer une cohérence entre les paroles et les actes et de donner du sens à l'engagement de chacun. C'est une approche holistique qui vise à transformer l'entreprise de l'intérieur en profondeur. Et j'imagine que la communication interne joue un rôle crucial dans ce processus, pas? Absolument.
Canva insiste sur l'importance de partager les informations de manière transparente et les succès comme les difficultés pour créer un sentiment d'appartenance et de confiance. C'est la base d'une collaboration solide, surtout dans un contexte incertain. Oui. Et parmi les solutions proposées par Canva, il y a cette notion d'entreprise jugade qui m'intrigue particulièrement. Ah, le jugad, un concept fascinant venu d'Inde qui met l'accent sur la débrouillardise, l'ingéniosité face aux contraintes. Oui. C'est l'art de faire plus avec moins, de trouver des solutions innovantes avec des ressources limitées. On pourrait dire que c'est le système D version 2.0. Non, mais comment ce concept s'applique-t-il concrètement dans le monde de l'entreprise? Canva donne plusieurs exemples inspirants. L'un d'eux m'a particulièrement marqué, celui de Loïc Simon et son approche Live Public pour organiser des événements en ligne de manière frugale et efficace. C'est-à-dire avec un budget minimal, j'imagine. L'esprit jugade poussé à son maximum. Exactement. Peu de moyens, beaucoup d'ingéniosité. Et le résultat est là, et des événements accessibles à tous diffusés en direct sur les réseaux sociaux avec une grande interactivité. C'est une belle illustration de ce qu'on peut accomplir en repensant nos méthodes, en sortant des sentiers battus et en utilisant les ressources à notre disposition de manière créative. Et c'est l'essence même du jugade, transformer les contraintes en opportunités d'innovation. On en reparlera d'ailleurs dans le chapitre sur le degrowth hacking, car ce concept est au cœur de cette nouvelle approche marketing. J'ai hâte d'explorer ça plus en détail. Ouais. Mais avant de plonger dans le degrowth hacking, parlons un peu de l'adaptation des produits et services en période de déconsommation. Oui. Comment les entreprises peuvent-elles séduire des consommateurs plus exigeants et plus sensibles au prix? C'est un sujet central et Canva a des pistes très intéressantes à nous proposer. Parfait. Mais avant de nous dévoiler ces secrets, je propose qu'on fasse une petite pause. D'accord. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration. Me revoilà prêt à plonger dans la suite de notre exploration. Vous vous souvenez, on s'est arrêté juste avant d'aborder l'adaptation des produits et services face à la déconsommation. Tout à fait. Comment les entreprises peuvent-elles répondre aux nouvelles attentes des consommateurs dans ce contexte? J'imagine que le marketing a un rôle crucial à jouer. Absolument. Canva analyse l'évolution du rôle du marketing dans ce nouveau contexte. Il distingue deux phases en fait. Deux phases. Dis-moi plus. En premier lieu, quand la déconsommation se fait sentir, la demande baisse, mais l'offre reste encore abondante. Le marketing doit alors se concentrer sur la différenciation, la rationalisation des offres. C'est une bataille pour capter les budgets restants en quelque sorte. Il faut se démarquer, prouver sa valeur ajoutée et montrer aux consommateurs pourquoi ils devraient choisir notre produit plutôt qu'un autre. Oui. Mais comment faire quand la concurrence est rude? Canva propose plusieurs stratégies. Il met l'accent sur l'importance de se concentrer sur les besoins essentiels, de proposer des produits durables de qualité et de communiquer de manière transparente sur la valeur ajoutée de son offre. Fini les gadgets superflus. On se recentre sur l'essentiel. Mais comment convaincre les consommateurs de la valeur de ces produits plus sobres, plus durables? Comment les faire sortir de leurs habitudes de consommation? C'est là que l'analogie bonbon-vaccin-médicament de Canva s'avère très utile. Ah oui, j'ai lu. Ça, c'est intéressant. Imaginez votre produit comme un bonbon, un vaccin ou un médicament. D'accord. Le bonbon est un achat plaisir impulsif. Oui. Le vaccin, on l'achète pour prévenir un problème potentiel. Et le médicament, on en a besoin quand on est malade, c'est une nécessité. Et en période de déconsommation, j'imagine que les médicaments ont la cote haute. Ce sont les produits qui répondent à un besoin fondamental urgent qui vont être privilégiés par les consommateurs. Exactement. Il faut donc analyser son produit, se demander est-ce un bonbon et vaccin ou un médicament? Ouais, s'il est perçu comme un simple bonbon, un achat plaisir, il risque d'être rapidement éliminé du panier d'achat. C'est une manière très visuelle et percutante d'analyser la valeur perçue de son produit. Oui. Mais comment faire si on se rend compte qu'on vend plutôt des bonbons? Faut-il tout changer, tout repenser? Pas nécessairement pas. Canva nous invite à explorer de nouvelles pistes, de nouvelles stratégies pour adapter notre offre au contexte de la déconsommation. D'accord. Il parle notamment de la stratégie Océan Bleu, qui consiste à créer un marché incontesté, un espace où la concurrence est moindre. Une oasis dans le désert, en quelque sorte. Mais comment identifier ces fameux océans bleus? Comment savoir où se cachent ces marchés inexplorés? Canva propose une méthode d'analyse en 4 étapes. Observer la concurrence, identifier les facteurs clés de différenciation, proposer une offre qui se démarque radicalement et communiquer de manière originale pour attirer l'attention. C'est un processus qui demande de la réflexion, de la créativité et une bonne dose d'audace.
Et pour les entreprises qui veulent vraiment bousculer les codes, Canave parle même de judo marketing. Oui, De quoi s'agit-il? le judo marketing, c'est l'art d'utiliser la force de ses concurrents à son avantage. Un peu comme au judo, on utilise l'énergie de l'adversaire pour le déséquilibrer et le faire tomber. Intriguant. Vous avez un exemple concret pour illustrer ce concept, je dirais. Prenons l'exemple d'une formation professionnelle. Oui. Dans un marché saturé, un organisme de formation peut se démarquer en proposant une approche radicalement différente, axée sur la pratique, la mise en application immédiate des connaissances, plutôt que sur la théorie. C'est une manière de répondre aux frustrations des clients qui ont été déçus par les formations traditionnelles trop académiques. C'est une approche audacieuse, mais qui peut s'avérer très efficace si elle est bien menée. Et tout ça nous amène tout naturellement au sujet du degrowth hacking, cette adaptation du growth hacking, aux réalités de la déconsommation. Ah oui, le fameux degrowth hacking. Vous êtes prêts à plonger dans les techniques secrètes de cette nouvelle approche marketing hacking? Absolument. J'attends ce moment avec impatience. Alors, accrochez-vous bien, car Canave a beaucoup à nous apprendre. Le degrowth hacking, c'est l'art de faire prospérer son entreprise dans un contexte de décroissance. Oui. On pourrait dire que c'est du growth hacking, mais adapté à un monde où la consommation se réduit, où les budgets sont plus serrés et où les consommateurs sont plus exigeants. Donc on oublie la croissance à tout prix. On se contente de survivre. Pas du tout. L'objectif reste de développer son activité, mais de manière plus durable, plus responsable et surtout plus efficace. D'accord. On cherche à maximiser l'impact de nos actions marketing tout en utilisant moins de ressources, moins de budget. C'est une approche qui fait sens dans le contexte actuel. Oui. Mais concrètement, comment s'y prend-on? Quels sont les outils et les techniques du degrowth hackery? Canave propose une méthode en 4 étapes. D'abord, identifier les opportunités. Il ne s'agit pas de se focaliser sur la baisse de la consommation, mais de chercher les niches de marché, les besoins non satisfaits, les sources d'économies potentielles. On scrute le paysage à la recherche de la moindre pépite, de la moindre opportunité de croissance, même dans un contexte de déconsommation. Exactement. Ensuite, il s'agit d'automatiser un maximum de tâches. Oui. L'automatisation, c'est l'arme secrète de Growth Hackers. Elle permet de gagner en efficacité, de libérer du temps pour des actions à plus forte valeur ajoutée et de réduire les coûts. Fini les tâches répétitives et chronophages vivent l'automatisation. Mais concrètement, quels outils utiliser? Par où commencer? Canva nous donne une multitude de pistes. Oui. Il parle de Zapier d'IFTTT de MEC, des outils qui permettent d'automatiser des tâches marketing de la gestion des emails à la publication sur les réseaux sociaux. D'accord. Un véritable arsenal pour le degrowth hacker, hein? J'en prends note d'Aiden. Loxy, allez. Une fois qu'on a automatisé tout ce qu'on peut, on passe à l'étape suivante. Oui, l'étape 3, c'est la sous-traitance. L'idée est simple. Déléguer les tâches à faible valeur ajoutées à des prestataires externes, par exemple des assistants virtuels offshore. C'est une manière de réduire les coûts tout en se concentrant sur son cœur de métier, sur ce qu'on sait faire de mieux. Oui. Et la dernière étape? L'étape 4, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment d'outils comme ChatGPT. Ah oui, ChatGPT. L'IA est un allié précieux pour le degrowth hacker car elle permet de booster la productivité, de réaliser des tâches complexes plus rapidement et de générer du contenu de qualité. ChatGPT, notre nouveau meilleur ami. On peut lui confier la rédaction d'articles, la traduction de documents, la recherche d'informations. Les possibilités sont infinies. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de l'automatisation à outrance. Oui, Il faut garder une touche humaine, n'est-ce pas? absolument. Canva insiste sur ce point, l'humain doit rester au centre de nos préoccupations. L'IA est un outil puissant, mais elle ne doit pas remplacer le contact humain, la relation client instantanée. C'est un juste équilibre à trouver. Et pour illustrer concrètement le degrowth hacking en action, Canave nous propose une série d'exemples très concrets. Oui. Il utilise notamment le framework ARRR pour analyser le cycle de vente et identifier les points d'optimisation. Oui, le framework ARRR est un outil très utile pour le degrowth hacker. ARRR, cela signifie Acquisition, Activation, Retention, Recommendation, Revenue. 5 étapes clés pour transformer un simple visiteur en client fidèle et rentable. Exactement. Et Canave nous donne des exemples concrets pour chaque étape. Exactement. Prenons l'exemple de la réactivation d'une base d'email. Oui. Beaucoup d'entreprises ont des listes d'emails avec des milliers de contacts, mais une grande partie de ces contacts ne sont plus actifs. Le degrowth hacking propose des techniques pour réveiller ces contacts dormants. Par exemple, en envoyant des emails personnalisés, en segmentant la base de données, en proposant des offres spéciales. Des astuces simples mais efficaces, et pour l'analyse des non-acheteurs ressentus. Comment comprendre pourquoi certains visiteurs de notre site web ne passent pas à l'acte d'achat?
Canva recommande d'utiliser des outils de screen recording qui permettent d'enregistrer le comportement des visiteurs sur notre site web. Ah oui? On peut ainsi observer leurs clics, leurs mouvements de souris et comprendre pourquoi ils abandonnent leur panier, par exemple. On devient un véritable détective du comportement client, c'est ça? C'est ça. Et pour les revenus, comment les optimiser sans tomber dans la vente à tout prix? Canva insiste sur l'importance de la valeur client à long terme. Oui. Il ne s'agit pas de faire un maximum de ventes ponctuelles, mais de construire des relations durables avec ses clients, de les fidéliser, de les transformer en ambassadeurs de sa marque. Fidéliser plutôt que conquérir, c'est une approche qui fait sens dans un contexte de déconsommation. Tout à fait. Et justement, parlons de la fidélisation des clients. Oui. Comment les entreprises peuvent-elles créer des liens forts avec leurs clients dans un marché qui se contracte? C'est un sujet crucial et Canva nous livre ses secrets pour transformer des clients en véritables fans. Mais avant de plonger dans les détails, il est important de comprendre pourquoi la fidélité est si importante en période de déconsommation. Oui, expliquez-nous. C'est simple. Acquérir de nouveaux clients coûte cher, surtout quand la concurrence est féroce. Oui. Fidéliser ses clients existants est donc plus rentable et permet de stabiliser son activité dans un contexte incertain. On mise sur la qualité plutôt que la quantité en somme. Oui, On préfère avoir un petit groupe de clients fidèles et engagés plutôt qu'une masse de clients occasionnels et volatiles. exactement. Et Canva insiste sur l'importance de l'expérience client pour fidéliser. Oui. Il ne s'agit plus de simplement vendre un produit, mais de créer une relation, une émotion, un lien fort avec ses clients. L'expérience client, ce n'est pas juste un concept marketing à la mode, c'est la clé de la fidélité. Tout à fait. Mais comment créer une expérience client mémorable? Comment faire en sorte que nos clients se sentent uniques, privilégiés? Canva propose d'ailleurs une formule intéressante pour illustrer l'impact de l'expérience client. C'est le produit du service perçu par l'émotion ressentie. Donc si le service est excellent mais que l'émotion n'est pas au rendez-vous, l'expérience client sera mitigée. Tout à fait. Et pour créer une émotion positive, Canva nous encourage à viser l'effet wow. Ah, l'effet wow. Ce petit plus qui fait toute la différence, qui marque les esprits, qui crée un souvenir positif. Oui, Mais comment le créer? Est-ce que c'est vraiment possible de le programmer et de l'anticiper? Canva est convaincu que oui. Il distingue deux types d'effets. Wow, celui qui survient spontanément grâce à un collaborateur qui fait preuve d'initiative, et celui qui est programmé intégré au parcours client. J'aime beaucoup cette idée d'effet. Wow, programmé. Mais comment s'y prendre concrètement? Canva nous donne quelques pistes. Identifier les moments clés du parcours client, surprendre le client avec un petit geste attentionné, personnaliser la relation. Des petites attentions qui peuvent avoir un impact énorme sur la perception du client. Exactement. Ouais. Il donne l'exemple du Magic Castle Hotel à Los Angeles qui propose aux enfants de commander des glaces par téléphone au bord de la piscine. Ah oui? Un détail amusant qui crée un souvenir mémorable et qui incite les familles à revenir. Simple, mais efficace. Et au-delà de l'effet, Wow Canva insiste sur l'importance de segmenter sa clientèle. Oui, Pourquoi est-ce si important? parce que tous les clients ne se valent pas. Certains sont plus rentables que d'autres, certains sont plus fidèles. Oui. Il faut identifier les clients qui comptent vraiment et concentrer ses efforts sur eux. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ça. Il faut faire des choix, identifier ses clients idéaux et leur offrir une expérience personnalisée. Oui, Mais comment faire concrètement pour segmenter sa clientèle? Canva propose plusieurs méthodes, par chiffre d'affaires, par marge, par secteur d'activité. L'objectif est d'identifier les clients qui contribuent le plus à la réussite de l'entreprise, ceux qui sont les plus fidèles, les plus engagés, les plus rentables. Et une fois qu'on a identifié ces clients précieux, comment les chouchouter, les fidéliser? Canva propose une multitude de stratégies. La communication personnalisée, les programmes de fidélité, le service client proactif, la création de communautés. On sort le grand jeu pour nos clients VIP. Et la communication personnalisée, ça passe par quoi concrètement? Par l'utilisation des données clients pour envoyer des messages pertinents adaptés à leurs besoins et à leurs intérêts. D'accord. On peut utiliser l'email, les réseaux sociaux, le SMS. Fini le marketing de masse, on privilégie la relation one-to-one. Oui. On s'adresse à chaque client individuellement en tenant compte de son profil, de ses habitudes d'achat, de ses préférences. Exactement. Et pour les programmes de fidélité, on peut proposer des points de récompense, des avantages exclusifs. L'idée, c'est de récompenser la fidélité, de donner envie aux clients de rester, de les faire se sentir privilégiés. Et le service client proactif, c'est quoi exactement? C'est anticiper les besoins des clients, leur proposer des solutions avant même qu'ils ne rencontrent un problème. D'accord. On devient un véritable assistant personnel pour nos clients. On les accompagne à chaque étape de leur parcours. On leur simplifie la vie,
On les aide à atteindre leurs objectifs, on leur montre qu'on est là pour eux quoi qu'il arrive. Tout à fait. Et pour créer des communautés, on utilise des réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux sont un excellent outil pour créer du lien, animer une communauté autour de sa marque. On peut créer des groupes Facebook, des pages LinkedIn, des comptes Instagram. Oui. L'important, c'est de créer un espace d'échange, de partage, de convivialité autour de sa marque. Et surtout, il ne faut pas oublier d'interagir avec sa communauté, de répondre aux messages, d'organiser des événements. Oui. La clé, c'est la proximité, l'authenticité. Il faut créer un lien sincère avec ses clients. C'est une relation à double sens. On donne à nos clients, mais on reçoit aussi beaucoup d'eux. Des idées, des suggestions, des critiques constructives. Absolument. Et en cas de problème, de réclamation, comment gérer la situation au mieux? Comment transformer une expérience négative en opportunité de fidélisation? C'est une excellente question. Comment éviter que les clients mécontents ne se détournent de notre marque phare? Canave insiste sur l'importance d'un service client efficace, capable de résoudre les problèmes rapidement et de manière satisfaisante. Le service client, c'est la vitrine de l'entreprise. Il faut soigner son image, être réactif à l'écoute et empathique. C'est facile à dire, mais dans la pratique, comment faire référence? Comment s'organiser pour offrir un service client irréprochable? Canave propose une approche en 3 étapes. Le self-care, le service assisté et le service expert. Intéressant, expliquez-moi ça va. Le self-care, c'est permettre au client de trouver lui-même la solution à son problème grâce à une FAQ, un chatbot, des tutoriels. On lui donne les outils pour qu'il devienne autonome, qu'il trouve la solution par lui-même. Exactement. Si le client ne trouve pas la solution par lui-même, il peut alors contacter le service assisté qui le guidera pas à pas par téléphone, par email ou par chat. Un accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Oui, et si le problème est plus complexe, il sera alors redirigé vers le service expert, composé de spécialistes capables de résoudre les situations les plus délicates. Une équipe de choc pour les cas les plus difficiles. Et Canave insiste sur un point essentiel. Le client a toujours raison. Oui. Il ne faut pas le voir comme une source de problème, mais comme une source d'informations précieuses pour améliorer son produit ou son service. Chaque réclamation est une opportunité d'apprendre, de s'améliorer, de progresser. Oui. C'est une mine d'or pour les entreprises qui savent l'exploiter. Tout à fait. Et pour analyser les réclamations, Canave recommande d'utiliser la méthode des 5 pourquoi. 5 pourquoi, c'est-à-dire K. Il s'agit de se poser 5 fois la question « Pourquoi ?», pour identifier la racine du problème. D'accord. Par exemple, si un client se plaint d'un retard de livraison, on peut se demander pourquoi le transporteur a rencontré des difficultés. On creuse jusqu'à trouver la cause profonde du problème. Exactement. Et une fois qu'on a identifié la cause, on peut mettre en place des actions correctives pour éviter que le problème ne se reproduise. Une démarche d'amélioration continue. On ne se contente pas de colmater les brèches, on cherche à comprendre pourquoi le bateau prend l'eau et on répare la coque en profondeur. Et pour conclure ce chapitre sur la fidélisation, Canave nous donne quelques conseils précieux. Il insiste notamment sur l'importance de créer une communauté de fans autour de sa marque, de chouchouter ses clients, de les faire se sentir privilégiés. On les gâte, on les récompense, on les implique dans la vie de l'entreprise. Oui. On leur montre qu'ils sont importants pour nous, qu'on les apprécie, qu'on les respecte. Exactement. Et surtout, on reste à leur écoute. On prend en compte leur retour pour s'améliorer constamment. La fidélité, c'est une relation à double sens basée sur la confiance et la réciprocité. C'est une belle conclusion. Enfin, on a beaucoup parlé de stratégie, de techniques, d'outils, mais au fond, la fidélisation, c'est avant tout une histoire humaine, une relation basée sur l'authenticité, la transparence et l'empathie. Tout à fait. Et je crois qu'on a fait le tour des points clés de ce chapitre passionnant sur la fidélisation. Oui. Prêt à passer à la conclusion de notre exploration. Oui, tout à fait. Alors, on arrive à la fin de notre plongée dans adapter son business dans un monde en déconsommation. Déjà. On a parcouru beaucoup de terrain, exploré des concepts clés, des stratégies, des outils. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce livre? Ce qui me frappe, c'est la vision positive et pragmatique de Canave face à la déconsommation. Il ne la voit pas comme une fin en soi, mais comme un défi à relever une opportunité de repenser nos modèles d'innover, de créer la valeur autrement. Tout à fait. Canave nous donne une véritable boîte à outils pour naviguer dans ce nouveau monde. Un monde qui demande de l'agilité, de la flexibilité et une culture d'entreprise forte. Et n'oublions pas le degrowth hacking, cette nouvelle approche marketing qui nous incite à faire plus avec moins, à maximiser l'impact de nos actions, tout en réduisant nos coûts. Absolument. Le degrowth hacking, c'est l'art de transformer les contraintes en opportunités, de trouver des solutions créatives et innovantes pour
prospérer dans un contexte de décroissance. Si on devait résumer le message principal de Canevey en une phrase, ce serait quoi? Je dirais, la déconsommation n'est pas une fatalité, c'est une invitation à nous réinventer. C'est un appel à l'action pour les entreprises qui veulent non seulement survivre, mais prospérer dans un monde en pleine mutation. Un message inspirant qui donne envie de se retrousser les manches et de se mettre au travail. Mais avant de conclure cet épisode, j'aimerais vous poser une dernière question. Oui. Imaginez que vous êtes un entrepreneur, vous dirigez une petite entreprise et vous êtes confronté à la déconsommation. Oui. Par où commencer et feu boyant? Quel est votre premier conseil? Je lui dirais, ne paniquez pas. La déconsommation est un défi, certes, mais c'est aussi une opportunité. Ouais. Prenez le temps d'analyser votre situation, vos forces, vos faiblesses, les opportunités qui s'offrent à vous. Et ensuite, construisez un plan d'action étape par étape en vous appuyant sur les outils et les stratégies que Canevey nous a présentés. Un conseil sage et pragmatique qui invite à la réflexion et à l'action. J'espère. Merci beaucoup de nous avoir guidés dans cette exploration passionnante du monde de la déconsommation. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que nos auditeurs ont trouvé cette plongée inspirante et utile pour adapter leur business à ce nouveau contexte. On espère que vous avez apprécié cette plongée au cœur de la déconsommation. N'hésitez pas à relire le livre de Frédéric Canevey, Adapter son business dans un monde en déconsommation, pour approfondir les concepts et les stratégies qu'on a abordés aujourd'hui. Oui. Et surtout, restez curieux, adaptables et prêts à relever les défis de demain. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.